Chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, car il est l'heure de retourner en Esquilde pour ce 16e épisode de Glacial Rhapsody. « 21e jour. Après une nuit à ne pratiquement pas dormir et une matinée à hésiter à reprendre la route, Ariel, Félissa et Alfred se résolurent à de nouveau affronter la tempête. Celle-ci avait légèrement baissé en intensité, mais cela ne rendait pas le voyage plus facile pour autant. En effet, depuis la veille, la neige s'était accumulée. Les traîneaux et les Holictions peinaient à avancer. En début de soirée, Félissa proposa de faire une nouvelle pause. Comme la veille, ils organisèrent un campement de fortune. Les chiens étaient épuisés. Félissa fit le bilan de leur situation. Chers amis, il va être difficile de continuer bien longtemps dans ces conditions. D'après les relevés GPS, nous avons parcouru une 50aine de kilomètres en 16 heures de voyage. À ce rythme, il nous faudrait encore 5 jours pour atteindre le dirigeable, et ce, dans l'hypothèse où nous voyageons 10 heures par jour. Vu notre état de fatigue, ainsi que celui des Holictions, cela me paraît bien improbable, ajouta Alfred. Oui, et même si ces petites bêtes sont très résistantes, je doute que nous ayons de quoi les nourrir jusque-là, conclut Ariel. Mais dites-moi, réfléchit Alfred, si KSS est à Terrild, nous pourrions tenter de rallier Medild. Même si les villageois ne nous ont pas accueillis favorablement la première fois, ça sera toujours mieux que de tenter le voyage direct vers le dirigeable. C'est une idée, approuva Félissa. Avez-vous essayé de contacter Bibule et Pablo depuis notre départ de Terrild ? Oui, mais sans succès. J'ai l'impression que la tempête ne favorise pas la communication. La nuit passa, semblable à la précédente. La tempête faisait rage dehors et battait l'abri de fortune qu'ils avaient construit. Les Holictions étaient blottis les uns contre les autres. Nos 3 aventuriers finirent par trouver le sommeil. « 22e jour. Au petit matin, les 3 traîneaux se remirent en route. Leur objectif, atteindre Medild au maximum dans les 2 jours à venir. Félissa avait fait les prévisions météo pour la journée. La tempête devait se calmer légèrement dans la matinée, avant de redoubler de vigueur en fin d'après-midi et dans la soirée. La première moitié de la journée était donc l'occasion de parcourir un maximum de distance. Vers 12h, Félissa héla ses compagnons. « Les amis, attendez ! Le GPS fait des choses bizarres !» En effet, l'engin venait de lui indiquer une nouvelle position. « Que se passe-t-il » questionna Alfred. « Je ne comprends pas. C'est comme si d'un coup notre position s'était décalée. »« Et qu'est-ce que cela change ?» ?»« Beaucoup de choses, voyez plutôt. » Alfred prit l'engin et constata qu'il se situait à l'opposé de là où il devait se rendre. « As-tu essayé de réinitialiser le GPS ?»« Oui, et à chaque fois il m'indique une position différente. À partir de là, comment savoir laquelle est la bonne ?» Nos 3 aventuriers étaient perdus. « Qu'allons-nous devenir ?» questionna désemparée Félissa. « La situation est assez désespérée, » confirma Alfred. « Chers amis, pour l'heure, l'important est de s'abriter. Selon vos prévisions, Félissa, nous devrions être sous la tempête d'ici peu. Autant ne pas gaspiller nos forces et essayer de l'affronter. Peut-être cela vous laissera-t-il le temps de comprendre les dysfonctionnements de votre machine. » Résolus, ils reprirent leur chemin, cherchant dans les environs un endroit propice pour se poser. Après une vingtaine de minutes, ils découvrirent au pied d'un rocher une cavité naturelle. Celle-ci était creusée à même la glace, et était probablement issue de la fonte accélérée par les températures anormalement hautes de ces dernières semaines. Ils s'enfoncèrent dans cette crevasse. Dehors, des trompes de neige s'étaient déclenchées. Il était temps. Comme les jours passés, ils montèrent un campement de fortune. La grotte dans laquelle ils séjournaient désormais semblait s'étendre profondément sous la glace. « Mesdames, je vous laisse quelques instants. Je vais explorer un peu le fond de cette galerie, histoire de voir si quelconque animal n'y aurait pas élu domicile. » Prudemment, Alfred s'enfonça dans les abîmes de la cavité. À mesure qu'il progressait, le bruit de la tempête s'éloignait, et il n'entendait plus que le son de quelques gouttes qui tombaient ici ou là. Au bout d'une dizaine de minutes, il lui sembla marcher sur une matière un peu différente. Il s'abaissa pour toucher le sol. Il s'agissait de bois. Curieux, il augmenta la luminosité de sa torche. Sous ses pieds, pris dans la glace probablement depuis des dizaines d'années, s'étendait l'épave d'un navire. Alfred était fasciné. Il poursuivit son exploration. La grotte descendait légèrement et courait désormais le long de la paroi du navire. Le cœur battant, excité par cette formidable découverte, il rechercha une éventuelle entrée. Il parvint finalement jusqu'à la poupe du navire. Là, en lettres d'or était écrit le nom du vaisseau.
Alfred lut. Rimnakflar. Voilà un nom bien étrange. Et ces armoiries, je ne les ai jamais vues. Les armes peintes au-dessus du nom du navire étaient richement décorées. Alfred les décoda. De gueules à la tour crénelée, ouverte, ajourée et maçonnée de sable, accostée à dextre d'un compas d'or et à sénestre d'une lettre A enlacée d'une lettre E, au chef cousu d'azur semé de fleurs de tournesol d'or. Ma foi, cela est tout sauf conventionnel. Alfred faisait de l'étude des armes une passion. Celle-ci, fût-elle ancienne, pouvait être très instructive sur l'histoire d'une famille. À la base de la poupe, il repéra une ouverture. La coque du navire était fendue. Alfred prit le risque d'y entrer. Il pénétra dans une pièce qui semblait être la cabine du capitaine. Tout y était en désordre. Beaucoup de choses étaient gelées, et plutôt bien conservées. Alfred parcourut la pièce, fouillant ici ou là, afin d'en apprendre plus sur l'origine de ce navire. Soudain, il repéra un vieux journal au sol. La curiosité lui fit oublier la situation désespérée dans laquelle il se trouvait. Il prit le carnet et commença à le lire. Il s'agissait du journal de bord de la plus grande pirate mandélésienne de tous les temps, Anna Eskildottir. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.